Je suis le commandant Blanchard, Pierre. Je suis président de l'AFCAN, qui est l'association française des capitaines de navires et personnellement, je suis, capitaine de gazier, de transporteur de GPL, donc au long cours. Actuellement, je suis, en Corée, près de Séoul, dans une chambre d'hôtel, qui m'a été assignée par l'État coréen, pour effectuer une quarantaine de 15 jours avant de pouvoir rejoindre un navire, au chantier. Puisque bien que je sois vacciné, l'État coréen considère que la quarantaine s'applique quand même aux marins, donc je dois passer 15 jours dans cette chambre d'hôtel sans en sortir, heu, avant de pouvoir, rejoindre le chantier. Il y a une situation qui est assez absurde. On peut comprendre qu'il y ait des quarantaines, mais là, en étant vacciné plus testé, déjà ça paraît, surprenant et en plus, encore plus surprenant, c'est que je vais donc rejoindre un navire sur un chantier, un navire neuf et il y a un superintendant qui vient de France qui va rejoindre le même navire, et qui lui ne va pas faire de quarantaine parce qu'il n'est pas marin. Donc on va se retrouver à travailler sur le même navire au même moment et moi j'aurais fait 15 jours à l'hôtel et lui non, juste parce qu'on ne rentre pas dans les mêmes cases administratives. Donc c'est un peu, comment dire? C'est un peu incompréhensible et presque vexant en fait pour nous puisqu'on se dit: «Mais pourquoi, est-ce que le marin est vraiment plus dangereux que les autres?» Il y a pas de raison objective, c'est juste, le l'administration qui a des cases et qui fait que, bah, le marin, il doit faire une quatorzaine et les travailleurs sur les chantiers, non. Voilà, c'est la règle. Bah, on a énormément de situations de ce type, puisqu'il y a pratiquement aucune coordination internationale, donc chaque pays, suit ses propres règles. Même en Europe, on s'est rendu compte qu'au plus fort de la crise, chaque pays appliquait ses règles. Et dès qu'il y a une flambée épidémique, chacun referme ses frontières, applique des règles différentes. Donc même si au niveau européen, on n'arrive pas à s'entendre, on imagine bien qu'entre la Corée, la Chine, les États-Unis, et cetera, c'est très compliqué et comme nos équipages sont multiculturels, multinationaux, moi, il m'est arrivé sur des équipages de 22 personnes sur un navire d'avoir 9 nationalités. Des Africains, des Ukrainiens, des Lettons, des Russes, des Français, des Roumains. Donc des nationalités très diverses et donc à chaque fois qu'on doit faire des relèves d'équipage, c'est-à-dire remplacer, les marins par des marins, reposés, pour que chaque marin puisse aller se reposer, à la maison et ben, il faut que toutes les administrations, jouent le jeu. Donc il faut que le pays où le navire fasse escale autorise, la relève. Il faut que le pays d'où part la personne qui embarque, autorise, son ressortissant à sortir, que le pays où va le débarquant, soit ouvert pour, le laisser rentrer. On a vu des pays qui étaient fermés à leurs propres ressortissants, donc des gens qui ne pouvaient pas rentrer chez eux et il faut que les pays de transit, puisque tout ça se fait, par avion, il faut que les pays de transit autorisent le passage, des marins et ce qui fait qu'on se retrouve, sur une relève, rien que pour remplacer une personne par une autre personne. Si elles sont de nationalités différentes, on va avoir 4 ou 5 ou 6 pays en jeu et donc il faut qu'au même moment, les 4 ou 5 ou 6 pays, autorisent le passage, du marin et s'il y en a un qui dit non et ben, la relève ne se fait pas et le marin se retrouve, à bord, à prolonger son contrat, comme on a vu malheureusement des gens qui sont restés très, très longtemps, à bord, plus de 12 mois et de l'autre côté, le marin qui est à la maison, qui reste à la maison, qui ne touche pas de salaire et qui a une famille à faire vivre et qui peut se trouver dans des situations tout aussi dramatiques, heu, de ce côté-là aussi. C'est-à-dire on en parle assez peu, mais, il y a le drame des marins qui sont à bord et il y a le drame des marins qui sont à terre aussi, qui ne peuvent pas embarquer. Donc ces coordinations, internationales, c'est vrai que ce manque de coordination internationale, c'est un gros problème. On voit ça avec les vaccins aussi, là, comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai été vacciné en France, j'arrive en Corée, ce n'est pas reconnu, donc je dois faire une quarantaine. On a beaucoup de pays en voie de développement puisque ce sont eux qui fournissent le plus grand nombre de marins qui ont été vaccinés par des vaccins qui ne sont pas reconnus par l'OMS, notamment des vaccins chinois et donc les gens ont réussi, pour certains à être vaccinés, mais ces vaccins ne sont pas reconnus.
donc il va falloir qu'ils se fassent revacciner, ou en tout cas les frontières ne s'ouvriront pas à eux, parce qu'ils n'auront pas le bon vaccin. On a aussi eu le cas dernièrement à Singapour. À Singapour, pour embarquer des gens qui étaient vaccinés, il fallait faire un test PCR 48 heures avant de prendre l'avion et un test antigénique moins de 24 heures avant de prendre l'avion. Et le test antigénique, c'était uniquement il y avait une liste, il y a une liste de fabricants de tests antigéniques qui sont approuvés par Singapour. Et ça a été très difficile en France de trouver ces fabricants. Et donc, il y a plusieurs personnes récemment, lors d'une relève dans la compagnie, qui n'ont pas pu embarquer parce que ils étaient vaccinés, ils avaient fait un test PCR, mais ils n'ont pas réussi à faire le test antigénique de la marque souhaitée par Singapour. Donc, ça devient, c'est vraiment une complexité énorme et qui fait qu'à chaque fois, ben, on rate des opportunités de relève et parfois, selon où va le navire, la prochaine opportunité peut être dans 1 mois ou dans 2 mois. Et pour des marins qui ont déjà 12 mois de bord ou 15 mois de bord, c'est insupportable d'apprendre que ben, là, finalement, vous n'allez pas débarquer et que la prochaine possibilité, ça sera peut-être 1 mois, 2 mois. Et c'est peut-être, on n'en sait rien. Parce que si ça fait 3 mois, 4 mois, on n'arrive pas à débarquer le marin, voilà. Et ça amène des situations de marins qui se retrouvent dans des situations de stress psychologique, de désespoir. Et on le comprend tout à fait, puisque on est confiné sur les navires. Les sorties à terre ont été supprimées, bien sûr, pour éviter de ramener le Covid à bord et parce que la majorité des pays, de toute façon, ne nous laissent pas sortir parce qu'eux ont peur que nous amenions le Covid chez eux. Et donc, malheureusement, les situations de drame psychologique se multiplient. Et on n'est pas prêt d'en sortir puisque le Covid est toujours très actif dans le monde, que la vaccination avance très, très lentement dans le monde, dans les pays en voie de développement. Moi, je vais avoir des marins africains là, sur le navire que je vais prendre en Corée. En Côte d'Ivoire, ils sont à 1% de couverture vaccinale pour l'instant. Donc, la chance, enfin, la probabilité pour qu'ils aient accès à un vaccin est quasi nulle. Donc, ils vont embarquer sans vaccin, ces gens-là. Donc, ils vont partir pour 6 mois, ils ont des contrats de 6 mois, et dans 6 mois, il faudra les débarquer, et ils ne seront toujours pas vaccinés. Et donc, comment on va réussir à les débarquer, ça va être encore très compliqué. Donc, on est parti pour des mois, à mon avis même des années de soucis encore sur les relèves d'équipage. On essaye de faire un peu comme on peut avec les moyens du bord, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'il faut être un peu psychologue, un peu père de famille, un peu manager, enfin on appelle ça comme on veut. Il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a la sécurité, effectivement, pour éviter que le Covid vienne à bord, notamment ce que je disais tout à l'heure, éviter les sorties à terre, même dans certains endroits où ça serait éventuellement autorisé. Si les gens ne sont pas vaccinés, pour moi, c'est imprudent de les laisser sortir à terre, mais avec le risque aussi que, à force de rester à bord et de voir toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes gens, heu, manger toujours la même chose et de pas pouvoir sortir, il y en a qui peuvent craquer. Et malheureusement, il y a eu des cas de suicide et il y en aura malheureusement encore. Donc à bord, on essaye de gérer ça, comme on peut, en essayant de détecter les signes de faiblesse, si je puis dire. C'est pas de la faiblesse, mais de détresse en fait des membres d'équipage, mais c'est assez difficile. On n'est pas psychologue, c'est pas notre métier. Donc on essaye de gérer ça, on essaye d'arranger aussi, les horaires de travail. Je sais que pendant la première vague, on était tous, à avoir dépassé nos contrats, on était fatigués, stressés. Donc on avait arrangé les horaires de travail, tout ce qui n'était pas urgent, a été un peu repoussé, et on s'est ménagé un maximum d'heures de repos pour essayer de se reposer, et hem et puis essayer d'aménager la vie à bord, pour qu'elle soit le plus agréable possible, de faire des activités ensemble, de parler avec les gens, d'essayer d'avoir une vie sociale au maximum à bord. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Parce que ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que les navires ne sont pas arrêtés. À part les navires de croisière, tous les navires de charge ne se sont pas arrêtés. Sinon,
l'économie se serait arrêtée. Sinon les gens n'auraient rien eu à manger, tout simplement. Pendant le confinement, s'il n'y avait pas des navires pour livrer, du combustible pour que les agriculteurs puissent faire tourner leurs tracteurs, des masques, des médicaments pour les hôpitaux, et cetera, et beh, les gens n'auraient simplement pas eu à manger, ni de médicaments, ni rien. Donc les navires ont continué à travailler. Donc quand on parle de gens qui sont coincés à bord, c'est des gens qui sont coincés à bord, mais qui continuent à travailler et sur les navires, on est de moins en moins nombreux, donc chacun a un rôle, précis et on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui ne travaillent pas. Donc c'est de dire, continuer à travailler, à faire marcher le navire, ça roule, parfois. Nous, quand on était pendant la première vague, c'était sur l'Atlantique Nord en hiver, au printemps, 2020, donc le navire roule dans tous les sens, donc parfois il y a des nuits, on ne peut pas du tout dormir à cause du mauvais temps. On enchaîne les décalages horaires. Nous, à l'époque, on faisait des traversées de l'Atlantique, donc on allait États-Unis, Europe, États-Unis, Europe, donc tous les 10 jours, on change, de 5-6 décalages horaires et puis ensuite dans l'autre sens et dans l'autre sens, donc pratiquement un jour sur 2, on change d'heure. Ça, c'est très fatigant à la longue, également et donc il faut continuer à travailler, il faut continuer à travailler en sécurité et moi, ça a été ma grande crainte, ça reste ma grande crainte, en tant que capitaine, c'est d'avoir des équipages, fatigués, d'être moi-même fatigué et en cas de souci, de ne pas prendre les bonnes décisions, de faire une erreur idiote. Moi, je commande des navires qui ont 50 000 tonnes de gaz à bord. Si on fait une erreur, on comprend bien que les conséquences, sont dramatiques, donc on doit avoir des équipages reposés, on doit être reposé parce que, la moindre erreur peut avoir des conséquences, terribles. Donc c'est un vrai sujet de sécurité et c'est un vrai stress, additionnel pour le capitaine. Il faut arriver à gérer, sa propre fatigue, son propre stress et la fatigue et le stress de l'équipage, donc tout en faisant quand même travailler les gens puisque chacun doit faire son travail pour, maintenir le navire en état de marche et en toute sécurité. Au niveau psychologique, il y a une assistance téléphonique qui a été mise en place, au niveau du pavillon français, une psychologue, qu'on peut joindre, à tout moment, au cas où on a quelqu'un qui craquerait ou qui, voilà, qui aurait des soucis psychologiques ou des envies suicidaires ou des choses comme ça. Donc ça a été mis en place. Personnellement, j'ai pas eu à l'utiliser. Je sais que certains l'ont utilisé et je sais que ceux qui l'ont utilisé, en ont été, assez contents. Visiblement, c'est quand même, ça a permis d'apaiser des situations et probablement d'éviter des drames dans certaines situations avec des gens qui étaient vraiment, au bout du rouleau et que cette assistance, psychologique a permis de maintenir en vie, jusqu'au moment où ils ont pu finalement rentrer à la maison. Donc ça, c'est très important et visiblement ça marche, ça fonctionne assez bien. La situation est très différente, selon effectivement, selon les pavillons, selon les armateurs. Certains armateurs ont vraiment, fait des efforts, colossaux. L'armateur pour lequel je travaille, par exemple, nous a dérouté notre gazier, au mois de mai, pour pouvoir nous débarquer en France puisqu'il n'y avait aucun autre pays qui acceptait de nous prendre, donc dérouter un gazier, 2 jours de 2 jours de mer pour dérouter le gazier, c'est des frais considérables pour l'armateur, donc ils l'ont fait. Ils ont affrété des avions, des jets privés sur l'Afrique pour arriver à faire aussi des relèves d'équipage en Afrique. Heu, alors que pendant ce temps-là, il y a des marins qui sont restés 15 mois, 17 mois sur des navires, et l'armateur n'a rien fait. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui ont fait, ce qu'il fallait et il y en a d'autres qui se sont un peu cachés derrière la pandémie pour dire, «Non, bah, je ne peux pas, il y a pas d'avion, il n'y a pas de ceci ou il y a un problème de visa donc je ne peux pas» et qui finalement n'ont pas fait d'efforts puisque les autres armateurs ont réussi à le faire. Donc on voit bien que selon, l'investissement de l'armateur et son attachement à ses équipages et aussi sa compréhension que finalement d'avoir des équipages reposés, c'est important pour faire continuer le business, hem, on a eu des situations très différentes.
Et on a toujours, après là, il y a certains États qui essayent de mettre la pression justement sur des armateurs. Les Australiens font ça, ce qui à mon avis est très bien. Il y a encore eu dernièrement, là, cette semaine, la semaine dernière, un navire qui a été saisi, mis en détention, parce que des marins avaient dépassé leur contrat. Moi, je trouve ça très bien. Au moins, ça met la pression sur l'armateur, qui va tout mettre en œuvre pour relever ses marins. Puisque du coup, il y a une pression financière et voilà. Alors que sinon, si on ne dit rien, si on ne fait rien, bah, le navire continue à travailler, continue à fonctionner. Finalement, pour l'armateur, c'est presque tout bénéfice, puisque tant qu'il n'y a pas d'accident, finalement, il n'a pas à payer de billets d'avion, il n'a pas à s'occuper des relèves d'équipage. Le navire fonctionne. Il y a eu très peu de retraits ou de grèves, parce que c'est pas du tout dans la culture des marins. Et en plus, les marins sont, comme on est dans une industrie très mondialisée, les marins ont peur d'être remplacés, donc ont peur que s'ils se mettent en grève, beh, le lendemain, on va amener d'autres marins qui sont prêts à embarquer, d'une autre nationalité ou même de la même nationalité, pour les remplacer. Donc ils ont peur de perdre leur emploi, donc les marins ne se sont pas mis en grève, alors qu'il y aurait eu de quoi dans beaucoup de situations. Il y a beaucoup de navires où quand tout le monde a dépassé 12 mois de bord, il aurait été très compréhensible que les marins disent: «OK, on arrête, on mouille l'ancre et puis on arrête de travailler, c'est pas possible, on est arrivé au bout, il faut faire quelque chose». Et ça ne s'est pas fait. Et d'un côté, il faut le saluer parce que ces gens-là sont très courageux et très résilients. D'un autre côté, il y a malheureusement certains armateurs ou certains affréteurs, peu regardants qui en profitent. Il y a un biais, sur ce problème-là, c'est-à-dire que quand on a des rapports d'accidents, c'est très rarement la fatigue est très rarement mise en cause bizarrement, alors qu'elle est toujours, là, latente. Mais on n'en parle pas dans les rapports d'accidents, ça sort assez rarement. Mais quelque chose qui m'a marqué, moi, par exemple, c'est l'accident du Vacascio. C'est un bulk carrier, là, un vraquier qui s'est échoué, sur l'île Maurice, si je me souviens bien. Donc bon, il y a eu une faute probablement de l'officier de quart et du capitaine, ça l'enquête le dira. Mais il faut quand même noter que tous les marins à bord avaient dépassé leur temps de contrat. Le capitaine, il avait 9 mois de bord. Ça faisait 9 mois qu'il était à bord. Donc quand on est capitaine, il faut se rendre compte quand même qu'on ne dort pas, sur nos 2 oreilles. Un capitaine, c'est jour et nuit. C'est-à-dire qu'en permanence, justement, il peut y avoir un lieutenant qui fait une erreur et on a une collision ou le navire s'échoue. Donc on dort jamais, à point fermé parce qu'on est toujours sur le qui-vive puisque jour et nuit, on reste le capitaine du navire. Donc 9 mois, c'est inimaginable, je veux dire, l'état de fatigue de cet homme-là devait être terrible. Et en plus 9 mois de pandémie, donc pendant lesquels ils n'ont pas pu, sortir à terre, ils n'ont pas pu, aller se détendre. Et visiblement, ils auraient changé de route pour aller chercher un réseau téléphonique justement pour pouvoir communiquer avec les familles au moment d'anniversaire d'un membre de l'équipage. Et on se dit: ben oui, peut-être que cet événement, c'est aussi dû au fait que, bah, ils n'ont pas pu justement, avoir internet ou le téléphone quand ils étaient en escale parce qu'ils n'ont pas pu sortir. Ils n'ont pas pu sortir, acheter, les cartes téléphones, les clés 3G ou ce qu'il fallait. Ils n'ont pas pu, se détendre pendant 9 mois. Et là, bah, il y a eu un moment de relâchement. Malheureusement, ça a amené à un accident. Et je pense que dans cet accident, le la fatigue a un grand rôle et le fait que l'équipage n'avait pas été relevé. Mais c'est curieux de noter quand même que justement ça n'a pas été relevé par très peu de gens, en fait. Ça qui se déroute pour aller chercher le signal téléphonique et cetera. Mais on a très peu dit que ces gens-là, ça faisait, 9 mois qu'ils étaient, bloqués sur leur navire. En fait, le sujet est assez complexe parce que pour l'Australie, c'est très facile. Le navire va en Australie, il va nulle part ailleurs. Donc s'il doit décharger une cargaison en Australie, il ne peut pas se dérouter sur, le port, le plus proche puisqu'il n'y a pas de
Il y a pas de pays, riverains pratiquement, donc ils sont très isolés. Donc c'est assez facile pour eux de décréter, de dire: «Voilà, le navire, s'il vient chez nous, il sera immobilisé, terminé». Si la France faisait ça, par exemple, les armateurs, ou les affréteurs diraient: «Bah, c'est très bien, nous, on va aller en Belgique, Mmh. décharger notre marchandise, c'est pas gênant». Donc on voit bien qu'on ne peut pas le faire, au niveau national. Donc il faut que ça soit fait au niveau européen pour éviter que les pays se mettent en concurrence. Donc il y a des gens qui poussent, dans ce sens, mais c'est l'Europe, c'est très compliqué, c'est long et donc effectivement, ça n'aboutira pas avant la fin de la pandémie. Enfin, j'espère que la pandémie sera finie avant que ça aboutisse parce que ce sont des processus, très lents, parce que, ça implique, tous les pays européens, il faut que tout le monde soit d'accord et donc comme tout ce qui est international, c'est très long, que ce soit au niveau européen ou même au niveau mondial. On voit, l'OMS qui demande, que les marins soient vaccinés en priorité dans tous les pays, l'ONU qui fait des appels aux pays qui demandent que les marins soient key workers, enfin travailleurs essentiels et on voit que ces appels sont suivis par, assez peu de pays finalement. Donc au niveau international, on revient à ce qu'on disait au début, c'est très compliqué, la coordination internationale est très lente, quasi inexistante et en plus, dans ce contexte de pandémie, le réflexe, c'est vraiment le repli national, le repli sur soi. Tout le monde se ferme derrière ses frontières et le marin, il a un gros défaut, c'est qu'il est étranger. Donc c'est difficile, en ces temps de crise, on se replie sur, voilà, sur son pays, sur ses nationaux et malheureusement les étrangers, bah, on s'en occupe, pas ou en second lieu ou en dernier lieu et nous, on est toujours étrangers, là où on travaille, donc on se retrouve toujours, à la dernière roue du carrosse. Oui, bah, c'est plus pour l'équipage que je suis inquiet puisque, comme je le disais, beaucoup de membres d'équipage vont embarquer sans vaccin, donc vulnérables, très vulnérables. Si jamais on amène le covid à bord, on n'a pas les moyens à bord des navires de les soigner correctement. On n'a pas la possibilité de les évacuer dans la majorité des cas, parce qu'on est loin du premier port, on est loin du premier hélicoptère, disponible. Ça peut prendre, plusieurs jours, voire plus d'une semaine selon les endroits où on se trouve sur la planète. Et le covid, malheureusement, ça frappe très vite, ça s'aggrave très vite et en quelques heures, en quelques jours, la personne peut être dans un état critique et à terre, on peut l'évacuer vers un hôpital. Nous, on ne peut pas l'évacuer et à gérer, c'est très difficile et donc ça, c'est une inquiétude, voilà, d'avoir un cas de covid grave à bord, un marin qui soit, dans un état, critique, voire un décès. C'est arrivé sur des navires, ça continue à arriver, j'en ai vu un passer, hier encore, un marin qui est décédé sur un navire. Et ça évidemment, c'est le pire cauchemar qu'on puisse, imaginer avec, ensuite la gestion à bord, du stress de tout le monde qui a peur d'attraper le covid, qui a peur de décéder aussi également, d'avoir un collègue qui est décédé, de gérer le corps. On a vu que ça a été des conditions, des situations très, très compliquées quand on avait un mort à bord du covid. Aucun pays ne veut, prendre le corps et donc ça devient, inextricable. Et avec une détresse, psychologique des gens qui se retrouvent à bord là, qui est, que je n'ose même pas imaginer, parce que déjà avoir un décès à bord, c'est très compliqué à gérer. En plus, un décès Covid et devoir garder le corps pendant des semaines ou des mois comme c'est arrivé sur certains navires, c'est tout simplement inhumain. J'ai des collègues, qui embarquent, en Chine, pareil, la même chose que moi, mais en Chine, pour prendre un navire au chantier et donc ce sont des gens vaccinés qui ont été testés à multiples reprises parce que la procédure pour la Chine est très stricte et très compliquée et une fois arrivés là-bas, ils vont faire 15 jours de quarantaine à l'hôtel, à côté de l'aéroport et ensuite ils vont être transférés sur le chantier et au chantier, ils feront une semaine de quarantaine au chantier. Donc il faut se rendre compte un peu de ce que ça veut dire parce que la quarantaine qu'on fait ici, c'est pas comme le confinement en France, c'est-à-dire qu'on n'a pas une heure pour sortir. On ne peut pas aller faire les courses, on ne peut pas choisir ce qu'on mange. On est enfermé dans une chambre. Si on ouvre la porte, il y a une alarme. 3 fois par jour, on nous amène un plateau repas, qui est de qualité, variable, on va dire
Et voilà, on ne peut pas du tout sortir de la chambre, donc c'est quand même, fatigant. Il faut arriver à garder le moral, il faut arriver à garder la forme physique, parce que c'est compliqué de faire un footing, dans la chambre d'hôtel. Et donc 15 jours déjà, c'est long, c'est difficile. Là, ils vont avoir 3 semaines en Chine, pour des gens qui sont vaccinés, testés et cetera. Enfin, c'est quand même très, très compliqué, et on en revient à la disparité des décisions, des mesures anti-Covid, un peu partout. Chaque pays fait un peu ce qu'il veut, mais certains sont quand même très, très stricts avec les marins, et on a du mal parfois à comprendre, ce, cet abus enfin, toutes ces mesures qui s'accumulent, contre les marins. Comme j'expliquais tout à l'heure, le fait que j'aille sur un chantier en même temps que le superintendant, en arrivant de France, dans la même situation, vacciné, pareil, et que moi je fais 15 jours d'isolement et lui non, on a du mal à comprendre, pourquoi, heu, pourquoi cette disparité. Alors moi j'ai une explication, je ne sais pas si c'est celle-là, mais je pense que c'est ça. C'est que, le pays ne souhaite pas que les marins fassent de relève, dans leur pays pour éviter, tout problème. Donc l'économie continue de fonctionner, les marins peuvent, continuer à approvisionner le pays et à exporter et faire la relève dans un autre pays. Donc on repousse le problème, les autres s'en occupent, quelqu'un s'en occupe à côté, très bien, nous on s'en occupe pas. Donc les marins quatorzaine comme ça, on est presque sûr qu'aucun marin ne fera sa relève, en Corée. Et d'un autre côté, les gens qui viennent travailler sur les chantiers, bah, on en a besoin de faire travailler, faire marcher l'économie du pays, les chantiers navals. Donc on ne leur impose pas de quatorzaine. Voilà. Mais donc on n'est pas sur une mesure anti-Covid, on est sur une mesure, pour dissuader les marins de faire des relèves. C'est quand même, très très injuste. La majorité des marins dans le monde, sont en freelance, et donc ils ont des contrats, ils sont payés quand ils sont à bord, ils ne sont plus payés, dès qu'ils ont quitté le navire, ou quand ils sont à la maison. Donc ces gens-là, vont faire des contrats, par exemple les Philippins, ils font 9 mois et puis après ils vont avoir 1 mois, ou 2 mois à la maison, mais ils ne peuvent pas se permettre de rester longtemps à la maison parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Ils ont une famille souvent nombreuse à faire vivre, voire même plusieurs familles ou plusieurs générations, et donc ils ont besoin de réembarquer, pour gagner de l'argent. Et soit ils sont empêchés de réembarquer parce qu'il y a des problèmes de relève, soit ils vont devoir réembarquer beaucoup plus tôt pour faire une quatorzaine, et effectivement, bah, le temps, passé, auprès des siens, s'en trouve, grandement diminué. On a d'un côté, les déclarations politiques, qui sont parfois, souvent, très favorables aux marins, et ensuite la réalité du terrain qui fait que, il y a toujours un grain de sable dans la machine qui va empêcher, la relève. Une autorité sanitaire, une ambassade. On a eu ce problème-là aussi dans les imbroglios, administratifs, c'est que la majorité des ambassades étaient fermées. Il y en a encore qui sont fermées, du fait du Covid. Donc il y a eu certaines nationalités qui ne pouvaient pas accéder aux visas pour Mmh. certains pays, et donc ça a mis des gens, sur la touche, parce qu'ils ne pouvaient plus embarquer dans tel pays, tel pays. Après, pour parler de Singapour, parce que c'est quand même un gros hub de navigation. La majorité des navires, qui viennent ou vont en Chine, passent par là, donc il y a beaucoup de gens qui passent à Singapour. Nous, on a eu un autre souci l'an dernier, c'est qu'on allait en Chine, donc il faut à peu près une semaine, entre Singapour et la Chine, et la Chine, les autorités chinoises refusaient les navires qui avaient des marins de moins de 15 jours à bord. Ce qui veut dire que ça nous interdisait de faire une relève à Singapour, au passage, en arrivée du golfe Persique, puisqu'on aurait eu 7 jours de bord pour les nouveaux embarquants, et donc il aurait fallu attendre une semaine avant de pouvoir aller décharger la marchandise. Parce que évidemment l'affréteur n'acceptera jamais, puisque c'est un coût, terrible, une semaine d'immobilisation sur un navire. Et donc ça nous a interdit de faire la relève à Singapour. On ne pouvait pas faire de relève en Chine, et ensuite on partait sur Panama, donc Panama c'est un mois de mer. Donc ça veut dire qu'on a décalé la relève de pratiquement 2 mois, du fait de cette règle en Chine. Alors que Singapour nous autorisait à faire les relèves, mais c'est le port suivant qui bloquait. Vous voyez, encore un exemple d'imbroglio administratif, qui fait que, bah, finalement,
La relève ne se fait pas. Bah, on a déjà une pénurie sur les officiers. Il y a déjà une pénurie importante parce que la flotte mondiale, continue de croître et on manque d'officiers et les prévisions sont assez impressionnantes, avec des prévisions de jusqu'à plus de 200 000 officiers qui viendraient à manquer très rapidement, sur la planète. Et c'est sûr que cette crise n'a pas amélioré les choses puisqu'il y a des gens, qui ont déjà arrêté la profession parce qu'ils ont vécu des choses, très difficiles, ou des gens qui étaient déjà, un peu en doute de se dire: «Est-ce que je vais pas, privilégier, ma vie de famille et trouver un métier un peu plus normal?» Et ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pour, voilà, décider que finalement, bon, c'était le bon moment pour s'arrêter. Et puis il y a tous ces marins, qui se sont retrouvés, bloqués à la maison, aussi sans salaire et que pas forcément un choix d'arrêter la profession, mais ne pouvant pas rejoindre le navire et donc n'ayant pas de salaire, ont dû se débrouiller et trouver autre chose, des petits boulots, quelque chose, pour faire vivre, leur famille et essayer de maintenir leur famille, en dehors de la misère. Et donc tout ça, fait que, effectivement, on va avoir des pénuries, sur les navires et ça se sent déjà. Moi, je l'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu cette année, des relèves avec, des marins qui auraient pu débarquer, dans des ports où la situation covid l'autorisait, mais qui, n'ont pas pu être relevés parce qu'on n'avait pas trouvé, heu, la personne, à embaucher pour le remplacer. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter, à mon avis. Puisqu'on a plusieurs facteurs. On a l'accroissement de la flotte, mondiale qui est très rapide et de l'autre côté ce Covid, qui fait qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui ont quitté la profession ou qui vont la quitter et peut-être, des marins qui souhaitent choisir des gens qui souhaitent, pardon, des gens qui souhaitent, entrer dans la profession et qui vont peut-être y réfléchir à 2 fois en se disant: «Attention, c'est quand même pas rien, si on se retrouve coincé sur un bateau 12 mois, avec, en plus, une crainte pour ma vie parce que si j'attrape le Covid, on ne pourra pas me soigner» et cetera. Heu, c'est quand même quelque chose, de nouveau. Moi, je l'ai écrit dans un de mes éditos dernièrement et c'est très vrai. J'ai ressenti ça vraiment cette année pour la première fois de ma vie. Moi, je suis un marin passionné, j'adore mon métier, je me sens bien en mer, c'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux au monde et le réflexe du marin, c'est, plus on est loin de la terre et mieux on se sent puisque les dangers, c'est la terre, hein. Le danger, c'est de s'échouer, de taper un caillou ou les autres navires et donc quand on est en pleine mer, on se sent en sécurité et pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé, stressé d'être en mer. De me dire, voilà, je suis à une semaine de la prochaine côte, je suis à une semaine de la prochaine évacuation sanitaire et si j'ai un marin qui déclenche un Covid et ben, il va falloir se débrouiller tout seul et j'aurai aucune assistance et j'ai ressenti un isolement et un stress qui ne m'était jamais venu à l'esprit, alors que ça fait, 15 ans que je navigue. Ben là, je travaille, sur les plans, comme c'est un navire neuf, on étudie les plans, on prépare des procédures, on fait du travail administratif, pour, préparer la prise du navire, donc on est assez occupés et heureusement parce que sinon, pour les marins qui embarquent sur un navire et qui n'ont rien à faire avant d'embarquer, je pense que ça doit être terrible. Il faut avoir une bonne discipline, personnelle pour faire des exercices physiques tous les jours, pour, prendre un rythme, manger à heure régulière, se coucher à une heure correcte, et trouver des occupations, parce qu'on tourne vite en rond dans une chambre d'hôtel, je pense que je ne l'ai pas vécu, personnellement, mais enfin là, je le vis, mais j'ai du travail donc ça m'occupe, au moins ça structure mes journées, j'ai des réunions, j'ai des choses à étudier, donc heu donc ça permet de passer un peu le plus facilement la période puisqu'il y a des choses à faire. Mais pour les marins qui n'ont rien à faire avant de partir en mer, je pense que ça doit être compliqué, ouais.